On va peut-être commencer par un tour de table un tour de table virtuel afin de laisser tout le monde arriver. Alors, chacune de nous va se présenter. Je vous laisse commencer. Alors, bonjour à toutes, à tous. Donc moi, je suis Perrine Cérès-Levert. Je suis, désormais je suis psychomotricienne et désormais exclusivement en libéral, à Montpellier. Donc là, on va être, 3 psychomotriciennes, à présenter, ce webinaire sur le parcours Cocon pour les psychomotriciens et nous faisons tous, partie d'un plus grand groupe de travail d'une petite quinzaine de personnes sur lequel on a travaillé déjà depuis quelques mois sur ce parcours Cocon. Et donc là, on sera 3 à présenter et sur ce webinaire-là, il y a Céline Brassard également qui est psychomotricienne au CAMS de Montpellier qui n'a pas pu participer. Heu, mais voilà, ce travail-là émane de ce petit groupe-là. Merci. Et donc moi, je suis Marie Michel, je suis psychomotricienne en réanimation néonatale et pédiatrique au CHU de Montpellier. Bonjour, moi je suis Nathalie Noack, je suis psychomotricienne en libéral et également j'ai passé un certain nombre d'années en néonatologie à Purpan. Voilà. On va passer à l'équipe Cocon. Alors, je vais peut-être commencer. Donc, je suis Caroline Delarue et je suis chef de projet sur le parcours Cocon et je suis sur le site de Toulouse. Et il y a Déborah qui est un petit peu cachée. Bonjour à tout le monde, Déborah Salomon, assistante de coordination Cocon sur Toulouse. Et on finit par Donc, Isabelle. oui, ben, merci. Donc, je voulais déjà tenir à remercier donc le groupe des psychomotriciennes et psychomotriciens avec qui j'ai travaillé. Donc, et pour leur aide dans la réalisation de ce webinaire et leur investissement surtout. Et donc, moi, je suis le docteur Isabelle Souxy. Je travaille donc au CHU de Nîmes où je fais des consultations de suivi, des consultations des troubles des apprentissages et des gardes en néonatologie. Et je coordonne avec Evelyne Mazurier, donc au niveau du réseau périnatal Occitanie, côté Montpellier, donc côté est de la région, en collaboration avec Alima Bakarim et Christophe Savanier, donc côté ouest de la région, et également avec Jean-Claude Semet. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas le réseau périnatal Occitanie, c'est un réseau qui a vu le jour en 2019 à la suite d'une fusion des 3 réseaux, donc Naître et grandir en Languedoc-Roussillon, Matermip et Ptimip du côté ouest, de côté donc ex-Midi-Pyrénées. Donc, si vous le souhaitez, je vous invite à aller sur le site du réseau périnatal Occitanie pour trouver les différentes missions du réseau, allant de la conception, la grossesse, à la naissance, avec le suivi du nouveau-né vulnérable et le dépistage de la surdité. Voilà, donc on va passer à la diapositive suivante. Donc, dans divers pays, en fait, notamment en France, et depuis plusieurs années, le suivi des nouveau-nés vulnérables est réalisé par les réseaux de suivi, mais par différentes modalités et selon différents critères d'inclusion. Mais la prématurité reste le facteur commun du suivi, donc de ces réseaux de suivi. La prise en charge est également différente selon les réseaux et certains réseaux ont pu avoir d'ailleurs des séances de psychomotricité qui ont été financées, notamment en ex-Midi-Pyrénées, donc au sein de Ptimip, grâce qui a pu démontrer l'efficacité de cette prise en charge précoce dans le suivi de ces enfants. Alors, quel intérêt du parcours Cocon? En fait, c'est une amélioration du parcours de soins de la plus grande partie des nouveau-nés vulnérables au sein du réseau périnatal Occitanie grâce à un financement expérimental
qui a pu mettre à disposition un financement des projets innovants de santé. En fait, il octroie aux efforts inclus une prise en charge financière sans avance de frais et qui permet de financer à la fois le suivi et la prise en charge, si nécessaire, y compris des actes non nomenclaturés tels que la psychomotricité, l'ergothérapie ou encore l'accompagnement psychologique. Elle permet également d'améliorer le parcours grâce à une coordination qui peut être mise en place grâce à des réunions de concertation pluridisciplinaires. Et elle donc et par l'expertise des professionnels, donc en proposant donc une formation aux professionnels, donc dont Nathalie vous parlera plus tard dans le webinaire. C'est un parcours donc de soins pour tous, avec une même qualité de prise en charge et qui lève donc les freins d'inégalité sociale, mais également d'inégalité territoriale. Donc le même suivi pour tous les enfants, quel que soit le lieu de suivi et les conditions de ressources. Voilà. Alors, pour qui ce suivi? Alors, pour les nouveau-nés vulnérables, alors on parle de nouveau-nés vulnérables, donc selon des critères donc de risque de développer un trouble du neurodéveloppement. Et donc, ces risques de développer du neurodéveloppement sont beaucoup plus fréquents chez ces enfants-là, 2 à 3 fois plus fréquents que dans la population générale. Donc, on ne va pas citer tous les critères ici, mais la prématurité est effectivement un des critères au risque de développer des troubles du neurodéveloppement et les cardiopathies congénitales complexes, dont on a des éléments donc très voilà. Donc, comment? Donc, les enfants sont inclus en fait en maternité ou en néonatologie le jour de la sortie. Donc, ils peuvent être repérés en anténatale par l'ensemble des praticiens donc, qui suivent la grossesse de la future maman. Mais l'inclusion se fera donc le jour de la sortie avec réalisation d'un examen d'inclusion par le pédiatre donc, qui formé, qui va inclure l'enfant. Le suivi, donc, il va être réalisé donc, au cours de la première année, il y aura 5 consultations de suivi, une par trimestre, donc tous les 3 mois, ainsi qu'une consultation intermédiaire qui peut être réalisée pour les enfants les plus à risque à 1 mois après la sortie. La deuxième année, ce sont des consultations tous les 6 mois, puis tous les ans jusqu'à l'âge de 7 ans. Il a été également prévu dans le parcours une consultation intermédiaire, donc pour être réalisée donc, au cours de la 3, 4 et 5e année. Lors de ces consultations de suivi, qui sont réalisées par des médecins référents formés, le formulaire de suivi est rempli, comprenant les différents signes d'alerte de troubles du neurodéveloppement. Ces cahiers de suivi peuvent être accompagnés d'outils standardisés qui pourront aider les médecins référents à remplir l'examen et également à réaliser les prescriptions nécessaires pour l'enfant. Par ailleurs, un dépistage sensoriel est prévu notamment au cours de la première année, ainsi que des avis spécialisés peuvent également être demandés. Tous ces donc, consultations et prises en charge donc, vont être répertoriées dans un système d'information dont Caroline vous parlera à la suite de la présentation. Il faut surtout que tous les professionnels qui vont suivre l'enfant
soient inclus dans le cercle de soins afin qu'ils puissent bénéficier donc des différentes données sur le suivi de l'enfant, ainsi que des données répertoriées au cours de la période donc périnatale. La coordination du suivi se fait par le médecin référent, avec possibilité donc de réunion de concertation pluridisciplinaire, qui peut être initiée par le médecin référent, mais également par un professionnel qui suit l'enfant. Et une articulation peut être réalisée avec l'aide du réseau avec d'autres structures, et notamment vers la plateforme de coordination et d'orientation, et également par rapport donc au centre d'action médico-sociale précoce. Donc, le parcours. Donc, le médecin va donc réaliser une prescription lors de ces consultations donc, de suivi. Il y a 2 types de forfaits qui peuvent être générés. Un forfait de soins précoces 0-2 ans ou qui donc, peut être généré donc sans restriction. Donc, on peut prescrire, selon les besoins de l'enfant, de la kinésithérapie, de l'orthophonie, un accompagnement psychologique, de la psychomotricité ou de l'ergothérapie. Ce forfait est prescrit donc pour 1 an et renouvelable 1 an si nécessaire, pour une durée donc de 2 ans pour les soins précoces. Par la suite, des soins plus tardifs peuvent être prescrits entre 3 et 5 ans, pour les enfants, bien sûr, nés donc après donc la période d'initiation du parcours, qui est différente selon les régions. Donc en mars pour Toulouse et Montpellier, en janvier pour d'autres, qui a été étalé sur différentes entre novembre et mars dans les différentes régions, départements de la région, pardon. Donc, ces soins donc tardifs peuvent comprendre les mêmes soins et donc pourront être renouvelés également pour 1 an et renouvelables également pour 1 an. Donc, des réunions de concertation pluridisciplinaire peuvent être réalisées si la prise en soin de l'enfant devient compliquée ou l'orientation paraît difficile. Donc, le médecin peut être initiateur donc, de cette réunion de concertation, mais également les professionnels quand ils ont des difficultés lors de la prise en charge de l'enfant. Suivante. Alors, concernant l'articulation entre donc, le parcours cocon, la plateforme de coordination et les CAMS. Alors, dans le parcours cocon, les nouveau-nés sont inclus en période néonatale. Certains nouveau-nés à très haut risque peuvent être orientés directement pour un suivi réalisé par le pédiatre du CAMS selon donc, les critères d'admissibilité du CAMS. Le pédiatre du CAMS devient alors le pédiatre référent, ou le médecin du CAMS, pardon, devient le médecin référent de l'enfant. Si le CAMS ne peut pas, donc pour une question de ressources, assurer la prise en soin de ses enfants, il peut également donc prescrire des soins donc nécessaires à l'enfant qui seront réalisés en externe par le biais du parcours cocon et seront donc pris en charge financièrement totalement par rapport à la famille. Ces enfants donc ont un suivi médical donc cocon, qu'il soit au CAMS ou en centre hospitalier ou par des médecins libéraux ou des médecins de PMI. Si donc une déviation de la trajectoire apparaît sans critères d'alerte établis par la Haute Autorité de Santé, donc des critères d'alerte de troubles du neurodéveloppement, une rééducation pourra être donc mise en place par le biais
du parcours cocon. Si par contre, l'enfant présente des signes de troubles du neurodéveloppement, à ce moment-là, il doit être adressé à la plateforme de coordination et d'orientation qui fera le diagnostic et qui prendra en charge ou renverra donc l'enfant sur le parcours cocon. Le médecin référent de cet enfant reste toujours le médecin du parcours cocon. Voilà. Alors, du coup, voilà, l'idée de ces 30 minutes de présentation qu'on va vous faire, c'est de vous donner un petit aperçu, en fait, de pourquoi l'importance de notre rôle, là, en tant que psychomotricien au sein du parcours. Du coup, je suis en train de faire une intervention. Ouais, désolée. Du coup, diapo suivante, pardon. C'est toujours compliqué au CHU d'être tranquille. Les enfants qui sont intégrés dans le parcours, ça va être ceux qui ont été indiqués par Madame Souxy. Donc avec cette histoire souvent soit de prématurité, soit des lésions cérébrales liées à une souffrance néonatale, un AVC, etc. Et ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est tous ces impacts sur le développement de l'enfant, que ce soit d'un point de vue du vécu corporel, du coup, parce qu'il y a eu beaucoup d'intrusions corporelles lors des soins. Dans les hospitalisations, souvent, l'enfant peut pas explorer son corps suffisamment à cause du matériel qui est installé sur lui et des installations et de son état du moment. Ça peut être des enfants qui vont se replier sur des sensations internes, du coup, par exemple les reflux. Et puis il y a les rythmes qui vont être perturbés chez ces enfants-là. On retrouve aussi dans ces séjours, du coup, des difficultés d'organisation tonico-posturale, ces enfants qui peuvent pas s'enrouler, qui sont dans des installations qui sont assez limitantes, qui vont se désorganiser d'un point de vue tonique, qui vont pas pouvoir mettre en place leur coordination. C'est des enfants, évidemment, au cours des hospitalisations qui sont fragilisés au niveau du développement de l'oralité. La chaîne narrative, elle peut plus avoir lieu fréquemment. Il y a beaucoup de dystimulation, que ce soit au niveau des soins, des sondes, etc. Des aides respiratoires aussi. Il y a tous les aspects psychoaffectifs aussi qui sont atteints dans ces parcours-là, au niveau de l'accordage. Il y a aussi beaucoup de séparation parents-enfants, donc avec des premiers liens d'attachement qui sont perturbés. Et, et tout ce que je disais, voilà, de cet environnement sensoriel particulièrement stimulant qui peut entraîner des irritabilités, des difficultés de compréhension des sensations perçues. La diapo suivante, du coup, un rappel, mais de toute manière, ça a déjà été dit. Voilà, il y a plein d'études qui démontrent du coup l'impact de la prématurité, là notamment, sur le développement de l'enfant et le risque important de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant plus tard, avec impact du coup sur la motricité, les fonctions exécutives, mais aussi tout ce qui est sphère émotionnelle, d'où l'importance d'être très attentif. Diapo suivante. Voilà, avec deux grands points d'appui pour nous, les recommandations de l'HAS qui valorisent du coup des interventions précoces et l'importance d'une guidance parentale et des interventions à visée éducative et rééducative aussi. Et puis tout ce qui a lieu en ce moment, ce rapport des 1000 premiers jours, qui rappelle vraiment que cette première année de vie est une période sensible et critique, de l'importance d'intégrer les parents dans le parcours de soins des enfants, voilà, de favoriser le dépistage et l'accompagnement. Et diapo suivante, du coup, un rappel sur ce qui nous anime particulièrement, je pense, les psychomotriciens, ces notions de période sensible développées par Roger Vasseur. Donc, ils sont vraiment ces périodes de développement pendant lesquelles l'enfant est particulièrement réceptif à l'influence de ses expériences et que passé cette période, ça devient difficile, voire impossible pour la structure considérée de reprendre un développement normal s'il n'y a pas eu de sollicitation spécifique adaptée. Avec du coup deux grands moments. Le premier trimestre. Ce premier trimestre, on observe vraiment la motricité spontanée de l'enfant avec
notamment le bilan des mouvements généraux où là, l'enfant, c'est de l'art pour l'art ce qu'il réalise et l'importance du coup du posturage pour augmenter la variabilité et la complexité de ces mouvements. C'est aussi la période où il y a toutes les réactions d'orientation qui va permettre plus tard d'intégrer les flux sensoriels. Donc vraiment important de soutenir l'enfant pendant cette période et aussi beaucoup le deuxième trimestre où c'est là que se passe le regroupement, l'équilibre entre flexion et extension. Et c'est, on le sait, la base des coordinations, l'intégration de l'axe corporel du bas du corps, ce qui va être aussi en lien avec la respiration et le langage pour plus tard. Et c'est un moment de développement des figures d'attachement également. Donc en fait, c'est vraiment ces 6 premiers mois qui sont cruciaux dans le développement de l'enfant et à pas rater dans le cadre de la prévention. Voilà, avec cette importance du coup du posturage, du partage émotionnel, d'adapter l'environnement sensoriel, qui font vraiment partie de la spécificité de notre profession. Donc voilà, je laisse la parole du coup à Caroline. Oui, du coup, je prends le relais. En fait, on avait envie de vous dire que la prise en charge psychomotrice, elle peut être organisée selon plusieurs conceptions. Alors, il y a une conception de prévention. Je pense que on va de plus en plus vers cela pour les personnes qui, par exemple, dans le réseau, travaillent depuis longtemps dans le réseau et se rendent compte que la construction, comme vient de le dire Marie, des premiers mois est fondamentale. Je vais y revenir. Cette prise en charge, elle peut s'enclencher aussi lorsque on a pu identifier assez précocement durant la phase d'hospitalisation un certain nombre de risques, alors qui tiennent soit à l'enfant. Je pense en particulier, voilà, les bébés qui ont eu des hémorragies intraventriculaires ou qui ont une bronchodysplasie sévère. On sait que ces éléments-là vont avoir un facteur négatif sur le développement ou probablement négatif et que donc il faut s'occuper de ces bébés assez tôt. La durée de l'hospitalisation et puis aussi des circonstances qui tiennent à la famille. Donc ça, en général, ces risques, on les sait. Et puis, le personnel de la néonatologie en a pris la mesure et souvent, c'est eux qui donnent un peu les indications pour la suite. Et puis, il y a la présence de signes discrets qu'on s'est repérés aussi en néonatologie pour des bébés qui ont eu des expériences, on va dire, un peu hors normes hein, quand même, et pour lesquels on peut se faire un peu de soucis lorsque, par exemple, leur parcours a été un peu complexe et que le parcours de la famille a été un peu complexe. Alors, cette prévention, finalement, c'est aussi d'amener une réflexion sur le fait que ce sont des parents et des bébés qui ont été beaucoup entourés lors de l'hospitalisation et que le retour à domicile est une phase qui est extrêmement délicate. Voilà. Avec des parents qui vont se retrouver souvent un peu plus tout seuls face à cette nouvelle vie, mais aussi face à l'histoire hein, qu'ils ont eue dans le service de néonatologie. Et que toute cette phase-là, pendant le premier trimestre, souvent c'est une phase où peut-être il y a nécessité d'accompagner des personnes pour pouvoir se réapproprier un petit peu ce qu'elles ont vécu. Et aussi pour le bébé, de restaurer cette expérience néonatale qui a contribuer à fabriquer un certain nombre de choses que l'on va voir, voilà. Donc on sait aussi que c'est important d'être là pour pouvoir, le faire, un peu au fil de l'eau, en fonction des questions que se posent les parents et de ce qui se passe pour le bébé dans l'évolution, dans les premières évolutions au retour à domicile. Globalement, toutes les professionnels qui ont déjà accompagné ces bébés, ces familles, on sait parfaitement aussi que cette expérience, elle modifie la façon de regarder le bébé et de regarder aussi son développement et que les craintes, elles sont toujours présentes, quasiment toujours, hein, sur l'évolution du bébé et que ça va conditionner un peu comment on se construit ensemble.
Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas pu dire pendant la phase d'hospitalisation, même quand on a été accompagné et qui restent un peu en silence. Et aussi, ces choses-là peuvent apparaître dans un second temps. Et c'est peut-être nécessaire d'avoir des professionnels qui sont capables de recevoir cette histoire. Diapo suivante. Donc nous, notre travail, comme vous l'a dit Marie, va s'articuler autour de plusieurs choses parce que l'expérience néonatale, c'est une expérience qui, à la fois, fait que le bébé est né tôt, à la fois, il n'a pas pu avoir des expériences naturelles dont il aurait eu besoin, à la fois, il a subi des expériences stimulantes qui vont créer des problèmes secondaires. Donc en fait, notre position, c'est de dire que il est important de restaurer l'expérience du bébé et l'expérience du parent. Donc en fait, sur ce diapo, vous avez à la fois hem, des choses sur le vécu corporel du bébé. Il faut savoir qu'il est souvent extrêmement désorganisé et donc il y a quelque chose à restaurer de ce type-là. Et également soutenir les premières explorations du bébé par rapport à lui-même, mais aussi dans la relation, parce qu'on sait que c'est ce cadre fondamental qui va donner un support et un socle pour le développement futur. Et puis, il y a des choses que nous connaissons de mieux en mieux, qui, finalement peuvent perturber énormément le développement. Alors la première chose, c'est, le stress sensoriel du bébé qui peut être persistant et qui va avoir tendance à se traduire par des désorganisations temporelles et les psychomotriciens sont de plus en plus formés, je pense à cet aspect-là, pour pouvoir aborder, la manifestation de ces stress-là et comment on les réduit, dans le temps. On sait qu'on va agir sur les désorganisations toniques parce que ces bébés qui ont vécu des choses spéciales ont des mémoires, corporelles, de cette histoire et que chaque fois qu'ils vont se retrouver dans des situations où la mémoire va être réactivée, souvent il y a des situations de stress, pour le bébé et enfin, c'est pour dire aussi: «Attention, ces bébés peuvent manifester dans le temps des signes de souffrance a posteriori de la phase d'hospitalisation et que ceux-ci, nous devons être aussi extrêmement vigilants à leur présence. Alors, on va en intermédiaire aider, les parents à pouvoir, sortir un peu de ce contexte médical, ça Perrine va vous l'expliquer et on va être particulièrement, sollicité pour, essayer de comprendre, la façon dont, le bébé se manifeste et aider les parents aussi à reconnaître un certain nombre de choses chez leur bébé. Diapo suivante. Donc ça, c'était pour la phase immédiate, presque de prévention, mais on sait que dans le développement, il y a un certain nombre de signes. Quelquefois, on pense que c'est pas très important, puis ils ressurgissent, un peu plus tard, dans le développement. On sait que, ces bébés peuvent manifester un certain nombre de choses. Alors soit dans leur développement général, on va avoir un développement qui est un petit peu retardé ou quelque chose, qui semble plutôt être de l'ordre de l'impression de la lenteur. Les choses se font, mais un peu de manière un peu lente ou fastidieuse. Souvent, on peut laisser un peu passer un certain nombre de signes et on en parlait avec Isabelle Souski encore il y a pas très longtemps parce que souvent, au regard de l'expérience natale extrêmement difficile, on peut quelquefois se dire: «Bon, bah, oui, c'est présent, mais finalement, vu ce que le bébé, les parents ont vécu, peut-être que c'est pas si important que ça». Bon, je pense qu'Isabelle vous rappellera ça aussi. Et on pense qu'il faut s'en occuper rapidement. Voilà. On peut avoir des particularités dans la façon dont le bébé organise son action, la finalise, comment ça se passe et surtout, souvent, ce qui revient, c'est le niveau de régulation. C'est-à-dire, d'abord, c'est une appréhension majeure des parents et quelquefois, le bébé peut ou le jeune enfant, tout jeune nourrisson, peut présenter une particularité dans la façon de bouger et d'organiser son action. Voilà. Les autres éléments qui sont très importants, c'est lorsque on a la persistance de stress sensoriel, c'est-à-dire des petits qui vont réagir au flux, aux manifestations, aux changements sensoriels, d'une certaine manière et ça fait partie des choses dont on s'occupe et qui ont un impact direct sur la régulation et l'apaisement. Des bébés qui auraient du mal à pouvoir exprimer émotionnellement ce qu'ils ressentent, souvent parce qu'ils ont eu des désorganisations corporelles, qui vont le traduire par le corps avant de pouvoir le faire de manière émotionnelle et qu'on a intérêt à aider les parents à repérer ce qui se passe et les émotions sous-jacentes pour que justement elles se développent.
Voilà, et des bébés où on sait qu'il y a des risques sur, l'intégration perceptive avec, quelquefois chez certains, un frein dans les explorations, dans l'engagement ou des choses difficiles dans le lien qui font que le bébé va pas forcément s'engager dans l'environnement. Au contraire des bébés qui pourraient avoir des recherches, plutôt, permanentes de sensations parce qu'il y a une expérience gravissime, hein, néonatale et on sait aussi que dans le temps, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est des lenteurs, d'intégration perceptive, chez les enfants, évidemment qui, ils vont, les pénaliser sur tout un tas de choses, à la fois dans la relation, à la fois dans leur, motricité, à la fois dans leur, exploration, voilà. Hem, on Notre travail, c'est à la fois d'analyser tout ça, mais aussi, de prendre en compte ce qui se passe, pour les parents et comment tout ça, ça s'organise ensemble. Je laisse parole à Perrine. Je prends la suite. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est fréquent dans notre métier de psychomotricien, le travail auprès des enfants et auprès des parents. Mais pour les bébés, il est vraiment très marqué, que notre implication, elle est vraiment sur ces deux plans-là. On ne peut pas les dissocier. C'est vrai pour les enfants plus grands, mais chez les bébés, c'est vraiment clairement impliqué. On l'a déjà bien évoqué jusque-là. Donc on fait un travail conjoint avec les parents. Le parent est notre partenaire de soins. Vraiment dans notre rôle dans ces prises en charge-là, c'est de soutenir les parents dans leur place de parents, dans leur place de parents de leur enfant, de se réapproprier, leur enfant. Ils ont un vécu, difficile jusque-là, souvent d'hospitalisation, parfois, de longues hospitalisations, parfois marquées aussi d'enjeux vitaux pour leur bébé. Donc on est là pour valoriser leur savoir-faire, pour les sensibiliser à tous les besoins posturaux et sensoriels de leur enfant au quotidien parce que, voilà, ce qui a été dit aussi précédemment, c'est qu'à ce moment-là, ils se retrouvent chez eux avec leur bébé sans tout le maillage professionnel qu'il y a autour d'eux, d'où aussi notre discours, de pouvoir être là dans le cercle de soins très précocement, pour pouvoir avoir cette place-là aussi. Hein, il peut y avoir aussi cette idée que quand ils rentrent à la maison, on a envie de les laisser tranquilles. Mais non, nous, on pense que c'est important qu'on puisse être là pour les orienter sur certaines vigilances et puis pour vraiment les soutenir là-dedans, dans ce moment quand même très particulier, du retour à domicile. Donc tous les accompagnements, de leurs compétences, les gestes du quotidien, le portage, le change, le toucher, voilà, comment on lui parle, comment on peut le détendre, le masser et puis aussi à quel point, tous ces gestes quotidiens qui reviennent toujours peuvent être des enjeux et des moments de stimulation, psychomotrice et puis de moments vraiment privilégiés et de choix sur comment aider leur enfant, dans ces petits temps quotidiens qui ne sont pas là que, pour des choses qui doivent être faites, mais qui vraiment peuvent avoir une valeur de soin. Donc on a une attention très, très, très forte portée sur leur vécu parental, les préoccupations, ce qu'on a déjà dit, hein, les craintes formulées, le moment où les craintes apparaissent, l'état général et surtout beaucoup dans notre rôle, c'est de faire de la co-observation, avec eux, de leur enfant, lire avec eux les signaux du bébé. Qu'est-ce que le bébé nous dit par cette posture? Là, qu'est-ce qu'on voit? On est vraiment beaucoup dans la verbalisation de ce qu'on peut voir pour leur bébé, sur observer, commenter les compétences de leur enfant, pouvoir les guider sur là où il en est, cet enfant-là et aussi là où il en est sur ce moment-là, que ce n'est plus le bébé qui était en néonate. Voilà, essayer de les guider vraiment sur l'instant T, en fait, de notre prise en charge. Donc on accompagne beaucoup les parents à investir leur enfant dans son être sujet. Donc voilà, au-delà de toutes les fragilités somatiques qu'il y a pu avoir avant ou qui sont encore présentes. Donc notre travail là, auprès de l'enfant aussi, donc on regarde bien sûr, tout est imbriqué en fait, hein, on est là pour voir comment il fait, ce qui peut le faire, dans quel but, ça c'est toujours notre leitmotiv, dans quel but l'enfant fait cette action et le tout, de façon très, très forte, liée sur les éléments, affectifs. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui le freine? Donc dans comment il fait, on regarde des éléments, qualitatifs,
le tonus, l'interaction, l'exploration, la continuité attentionnelle. Est-ce qu'il y a des moments où il lâche son attention parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est important chez ces bébés-là. La qualité, d'attachement aussi bien sûr, ce qu'il peut faire, donc les éléments quantitatifs. Là, on se base sur des échelles de développement, les âges de développement, mais aussi où est-ce qu'il en est dans de son compétences, de son chemin de développement, hein. Le chemin, on sait bien que c'est la chose la plus importante, que ce n'est pas l'acquisition de la compétence, mais vraiment le chemin par lequel il passe pour y arriver et dans quel but, il met en place toutes ces actions, quelle est l'intentionnalité de son geste, quel est son projet psychomoteur, comment il fait ça en intégrant tous les flux sensoriels qui arrivent et toute la notion des fonctions et des fonctions exécutives et donc tout ça imbriqué avec les éléments psycho-affectifs. Quelle est sa disponibilité au moment? Quelle est sa disponibilité en général? Comment il s'engage dans le mouvement, dans l'action? Est-ce qu'il a besoin de posturage avant de pouvoir s'engager dans une action? Est-ce qu'il y va directement? Quelle est sa curiosité? Est-ce qu'il faut aller c'est un bébé qu'il faut aller chercher ou pas? Sa sécurité affective et puis qu'est-ce qui peut le freiner à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'il veut mais n'arrive pas à faire? Voilà, diapo suivante. Donc auprès de l'enfant, on est là pour lui donner des appuis posturaux et sensoriels. Ça, c'est la base de notre travail et je crois que là, on a un outil qui est très précieux dans notre travail, quelque chose qu'on maîtrise à fond et qui est le dialogue, tonico-émotionnel. Là, c'est notre appui primordial pour le travail avec ces bébés et ces familles. Donc, on peut lui donner des appuis posturaux sensoriels pour libérer la motricité, donc ce que je disais juste avant. Est-ce que c'est un bébé qui a besoin d'être posturé pour pouvoir, être acteur de ce qui se passe, construire son schéma corporel, être dans les explorations et les coordinations? Et puis surtout, on sait que ces moments-là, c'est favoriser toutes les explorations de l'ensemble du corps qui seront là en socle des apprentissages, hein. On est toujours sur cette dimension, de prévention et d'action précoce aussi pour la suite de son développement psychomoteur et pour voir ce qui va advenir, pour lui de tout ce chemin-là. Des sollicitations sensorielles adaptées pour qu'il puisse mieux réguler son tonus et du coup, mieux être dans ces explorations-là. Donc on est là aussi pour soutenir toutes les premières interactions, le développement de la communication et donc par cet outil formidable du dialogue tonico-émotionnel, on peut agir sur tous ces critères-là et soutenir l'enfant dans la construction de cette notion, si importante, qui est d'arrière-fond. Donc on est là pour soutenir, pour prévenir, pour repérer et aussi bien sûr pour rectifier, si besoin, la trajectoire de développement de l'enfant. Alors la diapo suivante. Donc tout le groupe de travail dont j'ai parlé tout à l'heure lorsqu'on faisait les présentations, on a travaillé longuement sur une feuille de synthèse, Cocon. Cette feuille de synthèse sera la feuille de synthèse qui sera utilisée dans Spico, le logiciel, dont Caroline dira 2 mots tout à l'heure. Donc sur cette feuille de synthèse, il y aura le bilan du psychomotricien. Chaque psychomotricien, conventionné Cocon utilisera ses propres outils d'observation, hein, mais qui seront un mixte entre de l'observation spontanée et les échelles validées, que ce soit le BLR, le DF-MOT, la Bayley 4, qui nous permettent d'avoir un âge développemental, aussi bien sûr le profil sensoriel de Dune dans sa nouvelle version qui peut être proposé chez les plus jeunes. Les mouvements généraux, de la motricité spontanée, en fait, en fonction de chaque chose auquel on est formé. À partir de là, on rédigera une fiche de synthèse qu'on a élaborée ensemble, qui permet, d'avoir une lecture synthétique des résultats du bilan et des préconisations. Cette feuille de synthèse-là, elle a pour objectif d'avoir une trame commune qui puisse être identifiable et identifiée par tous les acteurs Cocon et avoir une lecture simplifiée pour les autres professionnels. Donc pour résumer, notre travail, nos axes de prise en soin, donc ils sont là, on est là auprès des parents, auprès de l'enfant, pour accompagner les interactions précoces parents-bébés. Et surtout, ce qui est important et qu'on avait envie de transmettre, c'est que, dans ces prises en charge-là, l'accompagnement, elle s'adapte à chaque séance. À chaque séance, on
est sur ce qui se passe à ce moment-là en fonction de l'évolution du besoin de l'enfant, de là où il en est, les besoins et les attentes des parents, hein. Ce que je lui ai dit tout à l'heure, c'est à chaque fois une co-construction avec les parents. Aussi dans ce partage de compétences qu'on peut leur transmettre, nous, pendant notre séance, qui peuvent aussi, hem, appliquer à la maison. Donc c'est un suivi de prévention, donc les séances, elles sont souvent plus espacées par rapport à d'autres séances, plus classiques. C'est des séances qui peuvent avoir lieu, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, voire tous les mois. On s'adapte vraiment et c'est un travail pluridisciplinaire, bien évidemment, en lien avec la PMI, les pédiatres, les autres paramédicaux qui interviennent auprès de l'enfant, les kinés, les orthophonistes, et cetera. Les lieux de socialisation, s'il y en a, d'où la pertinence de cette utilisation du logiciel Spico. Voilà, je vais relaisser la parole à Marie qui va nous présenter un petit cas clinique pour illustrer, de façon très imagée et concrète. Oui, très rapidement, du coup, c'était une petite fille, de néonatologie, que j'avais vue dans mon service, qui était à 27 semaines, donc qui a passé 7 semaines dans des services de réanimation soins intensifs, donc séparée de ses parents qui rentraient dormir chez eux le soir, 4 semaines, en fin d'hospitalisation avec ses parents, 1 semaine en hospitalisation à domicile et en fait, c'était un peu pour, retracer, voilà, ça c'est vraiment typiquement une petite fille qui a fait un développement, un parcours en service, classique, pas aucune complication, petit trouble du transit, mais voilà, rien d'alarmant et en fait, c'est une petite que j'ai eu la chance de voir, dans le cadre d'un groupe qu'on propose aux enfants, qui sont hospitalisés. Heu, on Tous les enfants qui étaient hospitalisés au CHU, on leur propose après un groupe 1 fois par semaine avec, éducatrice de jeunes enfants, puéricultrice et moi-même et donc certains peuvent venir, d'autres pas. Elle, en l'occurrence, elle a pu venir, et ben, voilà le tableau un peu classique, grosse irritabilité sensorielle, gros manque d'intégration, du bas du corps notamment, de la sphère orale et cetera, beaucoup de mise en extension. Petite fille qui avait aussi les poings très, très serrés et donc voilà, c'était un peu des images pour illustrer, son extension, dans les bras de son papa, à la première au premier regard et puis après, tout ce qui a pu être conseillé, tout ce qui a pu être fait, avec elle sur un temps, de bilan et puis toutes ces séances-là, dans le groupe, à accompagner les parents sur un nouveau regard sur leur petite fille. Qu'est-ce qu'ils pouvaient lui proposer? Comment ils pouvaient, l'installer et cetera et j'aime bien cette dernière photo où elle est voilà mince, ouais, où elle est, voilà sur les genoux enfin on sent vraiment qu'on est passé d'un contexte où il y avait beaucoup, d'anxiété, d'angoisse, les parents pleuraient beaucoup, avaient beaucoup de mal à la comprendre, une petite fille qui se tapait énormément la tête aussi. Comment, avec un travail un peu contenant, on arrive à faire évoluer cette dynamique familiale. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment 1 fois par semaine. On a pu mettre en place la kiné qu'à 7 mois, ce petit bilan psychomoteur, qu'à 6 mois. Hem, donc elle a quand même, un profil qui reste un peu atypique en termes de développement de coordination avec une marche à 19 mois, une perte d'équilibre, encore pas mal de gestes auto-agressifs et cetera. Mais ça montre à quel point, on aurait pu faire plus tôt, pour cette petite-là, la psychomote, elle a été possible qu'à 7 mois parce que, dossier PCO qui a pris du temps, et cetera. Donc ça nous montre à quel point c'est utile, en fait, de travailler précocement. Voilà, je voulais en parler rapidement et celle d'après, je vais pas la présenter parce qu'on n'a pas le temps. Alors moi, je vais terminer, et je vais faire ça rapidement. En fait, le groupe des psychomotriciens, on a essayé de ce qu'on vous transmettra, mais on a essayé de faire plusieurs, recueils. Déjà, des formations qui existent et sur lesquelles vous pouvez, vous appuyer. Ensuite, c'est un peu prévu dans le réseau qu'il y ait des personnes ressources qui ont un peu, l'expérience, de la prise en charge précoce
Et donc, il y aurait une forme de parrainage, on va dire, possible. Donc, on a commencé à faire ça. Il va certainement falloir qu'on l'étende parce que il faut qu'on arrive à repérer des gens un peu à différents endroits de la région pour aider les personnes qui ont envie de rentrer dans le parcours. Alors, vous savez qu'il y a un peu des conditions, c'est qu'il faut déjà avoir un peu d'expérience de prise en charge précoce. Mais aussi, il y a l'idée que on offre la possibilité de formation et puis que on peut, comment dire, prendre connaissance d'un certain nombre de choses et rentrer aussi en temps voulu dans le parcours cocon quand on se sent hem, hem, avec suffisamment d'outils pour pouvoir le faire. Et on est un peu tous d'accord que chaque psychomotricien devrait aussi se manifester en disant bah, moi je me sens capable de prendre en charge les enfants à partir de tel âge ou plutôt à partir de tel âge, que ça on ne demande pas à tout le monde de pouvoir faire exactement la prise en charge dès le début de la sortie de l'hôpital, et même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sera certainement réservé à des personnes qui ont l'habitude déjà pour prendre en charge de ces enfants, et que ceux qui vont arriver, beh, progressivement, ils vont petit à petit acquérir des connaissances et pouvoir peut-être prendre en charge les enfants plus tôt. Voilà, c'était ça un peu l'idée. Donc, nous, on va proposer probablement à l'été une formation de 2 jours gratuite, hein, dans le cadre du RPO. Tu peux passer. Pour pouvoir permettre aux psychomotriciens de se retrouver avec donc probablement une partie sur la néonatologie pour qu'on comprenne bien ce qui se passe pour ces petits et leurs parents. Comment on fait l'observation du bébé, comment on peut orienter le travail avec les familles, voilà, quels sont un peu les outils du psychomotricien. Et ça permettra peut-être à tout le monde, voilà, de pouvoir faire un petit tour d'horizon sur ce qui est possible de faire et voir comment s'engager dans ce parcours. Merci à toutes. Je vais prendre le relais assez rapidement sur les modalités pratiques du parcours. Donc voilà, des choses très pratiques. Donc dans le cadre du parcours, comme on vous l'a dit, donc c'est le parcours qui prend en charge les soins. Donc la famille n'a aucun reste à charge à la suite des consultations. Les tarifs des séances, après donc plusieurs négociations, on s'est arrêté sur le tarif de 38,85 € pour les séances et 140 € pour le bilan, sachant qu'un bilan par an est possible. Par contre, le nombre de séances est illimité, entre guillemets. Il doit vraiment s'adapter aux besoins de l'enfant, et nous n'avons pas donc de nombre maxi de séances. Comme on vous le disait tout à l'heure, des réunions pluridisciplinaires sont aussi possibles. Celles-ci se feront généralement en visio. Ils sont très souvent organisées par l'équipe Cocon, et elles sont rémunérées à hauteur de 22,50 € par enfant, avec une durée approximative de 30 minutes par enfant. Dans le cadre du parcours, l'utilisation de l'outil Spico est indispensable. Il a plusieurs fonctions, donc permet d'échanger entre les professionnels. Chaque professionnel prenant en charge l'enfant a donc accès à toutes les infos qui le concernent, donc tous les résultats des consultations médicales, les comptes rendus d'hospitalisation, voilà, toute info qui est partagée entre professionnels. Et cet outil a également une fonction de facturation, c'est-à-dire que dès lors que vous rentrez les actes sur Spico, le RPO extrait ces données-là et donc les utilise pour pouvoir vous rémunérer les séances qui ont été faites dans le cadre du parcours. Donc un petit rappel, même si là ça ne vous concerne pas, mais vous pouvez en entendre parler, donc juste pour dire que pour les soins qui sont remboursés là, dans le cadre du parcours, on ne passe pas la carte vitale, mais on utilise l'outil Spico. Comment faire pour conventionner? Il y a donc des conditions
qui doivent être remplies avant de pouvoir conventionner dans le cadre du parcours, les conditions dont vous a parlé Nathalie. Donc, si vous souhaitez conventionner, on va tout d'abord vous demander votre CV afin de pouvoir évaluer l'expérience que vous avez, les formations que vous avez faites, etc. On analyse votre demande. Si celle-ci est acceptée entre guillemets par le groupe de travail, par les professionnels du parcours et du réseau. À ce moment-là, on vous demandera de compléter un bulletin d'adhésion et une charte de participation, de nous transmettre votre RIB et à ce moment-là, vous pourrez intégrer le parcours Cocon. Votre contact privilégié, en tous les cas pour le moment, ça va peut-être un petit peu évoluer, mais pour le moment, votre contact privilégié dans le cas du conventionnement, ça sera Déborah. Donc, c'est essentiellement Déborah qui vous échangera avec vous sur ces aspects pratiques. Une fois que l'on aura réceptionné vos documents, donc bulletin d'adhésion et convention, on se chargera de faire une demande d'ouverture de compte SPICO pour vous. L'ouverture de compte se fera donc auprès de e-santé, qui est l'organisme qui gère l'outil SPICO. Et à l'issue de cette ouverture de compte, vous recevrez donc des mails qui vous permettra de vous connecter à l'outil. Et l'équipe vous proposera une formation via Zoom. Donc des formations qui aujourd'hui sont organisées une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Après, il y a sur Spico, avec un accompagnement. L'équipe de Cocon est toujours là pour vous accompagner au quotidien, répondre à vos questions. On est assez disponible, donc n'hésitez pas. Mais voilà, on vous conseille quand même cette formation qui vous permettra de prendre en main l'outil et de ne pas faire d'erreurs en vue d'un règlement de vos séances qui soit correct. Un rappel, alors je vais peut-être pas passer sur toutes les étapes, mais voilà, un rappel pour vous dire qu'il y aura un petit décalage dans le temps au niveau du paiement. Ça ne sera pas immédiat parce qu'il y a différentes étapes à passer de notre côté. Donc, pour un règlement autour du 25 du mois, il faudra que l'activité soit saisie dans l'outil SPICO avant le 25 du mois précédent. Donc voilà, vous avez un petit mois de décalage. Aujourd'hui, on arrive à régler tout le monde dans les temps. On vous envoie un récapitulatif des consultations pour vérification autour du 15 du mois. Vous avez donc une dizaine de jours pour revenir vers nous si vous apercevez qu'il y a une erreur dans ce récapitulatif et on vous réglera donc autour du 25 du mois. Donc là, je vais aller rapidement parce que certains le connaissent et d'autres seront donc formés par la suite. Donc voilà, juste un petit aperçu de SPICO avec ici la file active des dossiers des enfants que vous suivez. Un aperçu du dossier de coordination avec différentes fenêtres et qui vous permettent donc de visualiser tout ce qui a été fait auprès de l'enfant et également en bas à gauche quelque chose de très utile qui est le cercle de soins, donc qui répertorie tous les professionnels qui gravitent autour de l'enfant et que vous pourrez donc contacter très facilement grâce à l'outil SPICO. Et dernière diapositive, mais Nathalie en a déjà parlé, il y a un système de compagnonnage, notamment pour l'utilisation du bilan, qui pourra être fait donc, par un psychomotricien qui est un petit peu plus expérimenté et qui pourra donc aider les nouveaux arrivants à se familiariser avec cette population très spécifique du nouveau-né vulnérable. Dans le cadre du compagnonnage, on vous l'expliquera plus tard si besoin, mais voilà, à la fois celui qui est accompagné et celui qui fait le tutorat seront rémunérés. On vous remercie pour votre participation, pour votre attention. Alors, il y a quelques questions. En attendant, je vais afficher les contacts de l'équipe qui peuvent vous être utiles. On va essayer de balayer donc les questions. Donc, il y a Bruno Colombier, que l'on connaît, qui est kiné référent Cocon. Oui, et moi aussi, qui a les deux questions. Le parcours. C'est ça. Alors, sur la première question, il demande si la chaîne narrative en oralité peut être évoquée et qu'est-ce que fait le psychomotricien dans cette chaîne.
Est-ce que... J'en avais parlé du coup en début d'intervention, c'était surtout par rapport à la néonate où celle-ci elle est assez peu suivie, notamment dans des services, par exemple, tout ce qui va être posturage, odeur, première sollicitation tactile avant d'introduire le lait dans la bouche de l'enfant. Ça, c'est pas du tout systématique et ça peut entraîner je l'ai nommé dans le sens où ça peut entraîner des répercussions. Donc, la première La chose chaîne, que le psychomotricien fait, c'est le posturage à ce sujet-là. Et puis la découverte progressive, du coup. Euh, c'est voilà, tout ce qui entoure le temps de nourrissage, en fait, la chaîne narrative. C'est tout ce qui vient. Je ne sais pas si c'était ça la question, c'est savoir ce que c'était réellement. Enfin, je Ah suis pas oui, sûre. la chaîne, c'est la En tout narration, cas, j'en profite pour. Voilà, c'est c'est ça. l'histoire de l'alimentation. Comme Exactement. chez nous, et ben, on sent la bonne odeur dans la cuisine, puis on s'assoit, on On s'installe voit, bien, on voit qu'il y a des gens qui on met son petit s'activent dans la bavoir, cuisine, on des choses qui manger, se préparent. Voilà, c'est ça. on digère, on est bien. Voilà, il y a c'est cette histoire-là. Après, par rapport à l'outil, je pense que ça a été répondu du coup Après, plus tard. Ouais. Euh, L'international, c'est toujours difficile de définir qu'est-ce que c'est que la psychomotricité à l'international. Donc, c'est difficile de savoir, de pouvoir vraiment prendre en considération les études faites à l'international parce que déjà, la définition de la psychomotricité n'est pas la même dans tous les pays. Donc, Oui, c'est ce que pour j'allais nous, les préciser. psychomotriciens, c'est particulièrement complexe. Pour notre profession, ça l'est certainement moins. Ben, Par en fait, contre, c'est des ouais. ce sont des physiothérapeutes en international. Donc, en fait, ça comprend à la fois les kinés, les psychomotes et les C'est pas ergots, vrai. finalement. C'est pas vraiment Donc, comparable. Après, voilà, par donc rapport c'est pas là. au DU, on a fait tout un recueil avec pas mal de formations. En effet, celle du DU de Toulouse est particulièrement intéressante et on l'a bien mis dans tout le recueil des formations. En fait, tout ça, c'est vraiment notre groupe de travail qui a référencé toutes nos formations de manière non exhaustive, qui nous paraissaient les plus intéressantes et les plus formatrices. On travaille avec les tout petits. Euh, donc, cette liste-là, elle va être disponible euh, et transférable via le RPO. Oui. Et après, de toute façon, à partir du moment où on veut s'occuper effectivement d'enfants de moins de 2 ans, il faut quand même avoir eu quand même une expérience avec les tout petits. Donc, c'est sûr que on peut pas réussir à s'occuper d'enfants si on n'a jamais eu le contact avec ces petits et avec leur famille. C'est toujours difficile. Donc, il faut au moins lors de stages ou lors de la pratique avoir au moins une expérience clinique. On n'a pas défini le temps nécessaire d'expérience clinique pour prendre en charge des enfants de plus de 6 mois. Mais c'est sûr que pour pouvoir se lancer, il faut quand même avoir déjà eu une petite expérience. Après, pour les enfants de moins de 6 mois, oui, ça nécessite quand même une expérience un peu plus soutenue et surtout d'avoir eu l'habitude de, de, d'échanger avec les parents. Voilà, puisque ce sont des parents, comme on vous l'a dit, qui sont quand même très fragiles et voilà, savoir quel mot utiliser pour ne pas justement, au contraire, plus les enfoncer. et bien sûr, on encourage tout le monde à faire comme vous le disiez, Le DU. du bébé vulnérable sur Toulouse, hein, qui est une formation très Mm. complète et très adaptée. Donc, c'est un investissement personnel, mais voilà, on encourage tous ceux qui sont intéressés à Voilà. Alors, il y avait C'est-à-dire qu'il y a eu un changement quand même pour les personnes qui étaient référents à RPO avant le parcours Cocon. C'était une obligation de faire le diplôme universitaire. Alors, Et pour le parcours Cocon, c'est devenu plutôt une indication. Voilà. voilà. Alors, en fait, il y avait une différence entre les deux côtés, enfin, deux ex-réseaux, puisque effectivement, c'était obligatoire du côté ex-Midi-Pyrénées, et qu'au niveau de Languedoc-Roussillon, il n'y avait pas d'obligation, effectivement, de formation, donc universitaire, en tout cas. Je vois qu'il y a une autre question sur le cercle d'échange et de soutien entre psychomotriciens. Comment s'y inscrire? Ce sera quelque chose qui sera élaboré et proposé par la suite, en fait, hein. Une fois que les psychomotriciens se seront inscrits et auront conventionné avec le réseau Cocon, il y aura ça qui sera proposé et mis en place. C'est en Voilà, et cours. après, donc, il y a une invitation pour le webinaire du 7 mars sur sur le retour à domicile organisé par le RPO. C'était une information, je pense que Bruno voulait partager.
Oui, effectivement, le 7 mars de 12h30 à 14h, il y aura un webinaire. Donc, les intervenants seront Bruno Colombier et Jean-Claude Semet et aussi d'autres professionnels paramédicaux et ils parleront de l'importance de la prise en charge à domicile et de la pluridisciplinarité de la prise en charge. Voilà. Donc, vous recevrez le lien par le biais de Oui, Déborah dans les prochains jours. dans les prochains jours. Et c'est vrai que je pense qu'il faut rajouter effectivement que la prise en charge en psychomotricité nécessite au moins d'aller au moins une fois, je pense, à domicile pour voir ce qui s'y trame. Et c'est vrai que même en tant que médecin référent, ce serait intéressant que nous aussi, on puisse effectivement voir comment comment ça se passe à domicile. Il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense par rapport au groupe d'échange, du coup, s'il y a des personnes, parce qu'il y a une deuxième question de Oui. Chloé Salva, si des personnes veulent rejoindre ce groupe-là, il suffit d'envoyer un mail pour demander à en faire partie. Avec grand plaisir. Quand ça- Oui, tout à fait. Voilà. Et de la même manière, s'il y a des personnes présentes à cette intervention aujourd'hui qui se sentent en capacité d'être référents ou tuteurs Oui. de jeunes psychomotriciens dans la pratique, jeunes entre guillemets dans la pratique avec les tout petits, de se manifester si vous, voilà, si vous sentez que vous avez la possibilité, parce qu'on n'est pas nombreux, je pense qu'on, je sais plus. Mais voilà, à s'être reporté On est peu. volontaire pour ça, et donc du coup, toute compétence est bienvenue. Donc pareil, donc en même temps que vous faites votre demande pour intégrer Cocon, ou si vous avez déjà fait une demande, de renvoyer un mail en disant vos motivations pour qu'on vous intègre à toutes ces réflexions-là. Bienvenue. Moi, je voulais revenir sur la question de Bruno, sur les références internationales. Il y a quand même maintenant de plus en plus d'articles qui sortent sur le fait que l'urgence, c'est de s'occuper du stress du bébé et de ses parents, et que c'est une des composantes majeures pour l'évolution future dans les développements. Donc voilà, je réponds à Bruno de cette manière-là. Bon, eh bien, écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je crois qu'il n'y a plus de questions. On est arrivé au bout de l'heure. Est-ce que tout le monde a pu s'exprimer? C'est bon? Plus d'autres choses à ajouter? Donc, le webinaire, comme on disait tout à l'heure, a été enregistré et donc pourra être visualisé à nouveau sur la page YouTube du RPO. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous et notamment vers Déborah, dont vous voyez l'adresse sur la diapositive qui est encore affichée. Je pense aussi qu'on peut, en tant que groupe de psychomotriciens, récolter un certain nombre de questions que vous vous posez pour pouvoir les traiter aussi, si on le peut. Voilà. Alors, je voulais juste rajouter que par rapport aux réunions de concertation pluridisciplinaire, ce que j'ai oublié de dire, donc, comme je vous l'ai dit, donc ça peut être sollicité soit par le médecin qui suit l'enfant, soit par le professionnel thérapeute qui suit l'enfant. Et donc, vous pouvez donc être aidé par le réseau pour organiser ces réunions de concertation. Et donc, vous dirigez directement donc côté Est. Donc, envoyer un mail à Anne Vidal ou Sophie Coudé, et côté ouest à Fanny et Non, à Laurie Laurie. ou Nathalie, qui sont Laurie ou, voilà, Laurie ou en Nathalie. mode. C'est vrai que ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir et merci. Merci.